Tout individu ne cherche qu'une seule chose, c'est à faire couple. Et pourquoi cherche-t-on à faire couple? Parce qu'on est venu au monde en couple. Pourquoi on est venu au monde en couple? Parce qu'on était en couple avec sa maman. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vivre de façon autonome. Matryoshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Matryoshka. Aujourd'hui, c'est Matryoshka numéro 7 avec Aldo Naori. Alors, Aldo Naori, vous le connaissez peut-être, on l'écoute depuis longtemps, depuis de nombreuses années, mais à chaque fois qu'il parle, il sait nous surprendre. Ce médecin pédiatre est tourné vers la psychanalyse et donc il analyse les rapports familiaux. Et qu'est-ce qu'il nous dit à nous, Matryoshka, chaîne dédiée à la question de la transmission? Eh bien, il nous explique que la transmission est au cœur de tout, de la famille, de l'identité, de la construction de soi. Mais même avant ça, le fait même d'exister, c'est le fruit de la transmission. Au moment de votre conception, c'est déjà de la transmission. C'est au début du commencement de tout. On l'écoute. Quand on a fait un enfant, on a produit quelque chose qui reste après soi. Donc c'est déjà de la transmission, d'une part. D'autre part, un enfant est toujours destiné à réparer l'histoire de son parent. À partir du moment où la fécondité a été maîtrisée, l'enfant va être pensé à la manière d'un produit. Qu'est-ce que c'est qu'un produit? Un produit, c'est défini par les fabricants de voitures japonais comme devant avoir zéro défaut. C'est quoi ma marge de manœuvre? Vous êtes une maman d'un bébé, dites-vous que vous avez 4 ans pour le faire devenir l'être social que l'humanité a mis 7 millions d'années à parvenir à faire. On ne peut pas dire que l'enfant c'est un miracle, spontanément. C'est un être en devenir qui a toutes les potentialités pour pousser dans la bonne direction à condition qu'on lui offre des conditions favorables. Donc pendant ces 4 années, vous allez lui imposer des règles et l'obliger à maîtriser ses pulsions et à accepter la frustration. Ça, c'est votre premier objectif. Ça s'appelle l'éducation. Et puis, après, vous allez l'accompagner et en faisant en sorte que, de toutes les façons, il n'oublie jamais qu'il y a des limites. Le tout petit part, si vous voulez, rentre dans l'existence à partir de l'âge de 10 mois avec un scénario faux, par définition. Et ce scénario faux par définition, c'est ma mère est toute puissante, elle a la possibilité de me faire vivre comme de me tuer. C'est quelque chose dont la trace est qu'à l'âge adulte, 100% des hommes ont peur des femmes, 100% des femmes ont peur des femmes. Et le tout petit, dans ce scénario faux, va déployer contre sa mère des stratégies de toute puissance. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans ce que l'on appelle la phase d'opposition, la phase de caprice. Et là, on a affaire à 2 formes de mères. Les mères qui deviennent des prêtresses de leur enfant et qui lui disent tout oui à tout et qui le laissent exercer sa toute puissance et qui le condamnent pour le restant de sa vie à devoir exercer cette toute-puissance de toutes les façons, et ça vous donne la fameuse catégorie qu'on a aujourd'hui identifiée, le pervers narcissique, adulte, d'accord? Ou bien les mères éducatrices qui véritablement brident la toute-puissance et qui arrivent à corriger un tant soit peu cette angoisse de l'enfant par rapport à sa mère et qui font qu'il va accepter l'existence telle qu'elle est et concevoir d'avoir à corriger son scénario. Vous avez dit ou écrit, je ne sais plus, voilà, l'enfant est toujours le même depuis 7 millions d'années et c'est le monde qui change et il faut s'y adapter. Aujourd'hui, est-ce que le petit enfant qui naît est totalement à même de s'adapter aux angoisses, à la société telle qu'elle est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut développer chez lui? Ne pas le mettre à hauteur de soi. La relation doit rester verticale. Et c'est parce que la relation est verticale que le mot élevé prend un sens. Parce qu'on le prend de la position inférieure pour le mettre à la position d'être social qui est supérieure. Et pour cela, il faut à la fois lui montrer la voie en étant exigeant et en même temps être serein
Donc, et rassurant. L'autorité doit s'exercer de façon tranquille. Et l'autorité n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, ce n'est pas la violence. L'autorité, c'est le fait de se sentir autorisé à être l'auteur de ce que l'on pense avoir pour son enfant. Et cette autorité-là va le conduire à savoir qu'il a autour de lui des individus extrêmement rassurants. Et ces individus rassurants lui ouvrent le chemin de la vie. Matryoshka. Avoir de l'autorité pour rassurer son enfant, ça on peut plus ou moins avoir la main. On peut plus ou moins influer sur ce qu'on donne à son enfant. En revanche, il y a aussi ce qui nous dépasse, ce qu'on transmet au-delà de soi. En gros, on a son abscisse, d'où on vient, ses origines, ses racines. Et puis, il y a son ordonnée, où on vit, dans quel environnement. Et pour Aldo Naori, qui lui est né en Libye, a grandi en Algérie, puis est arrivé et a vécu en France, eh bien, tout ça, ça compte beaucoup, beaucoup. La famille, c'est très important, ça raconte son histoire, et raconter des histoires, il n'y a rien de plus important pour les enfants. Absolument, ils ont absolument besoin d'avoir de l'histoire derrière eux, c'est-à-dire de savoir qu'ils héritent de quelque chose de spécifique. Et ce que l'on peut constater du côté de l'identité, par exemple, la notion d'identité qui envahit toutes les préoccupations dans le monde entier, n'est-ce pas? C'est justement ça. C'est la lutte contre le fait qu'on veut effacer la transmission. Mon identité, elle est l'identité dont j'ai hérité petit dans le pays où je suis né et d'où je suis parti. Je suis un migrant et je suis l'exemple même de l'intégration absolue. Mais je ne suis en rien assimilé. Quand je dis que je ne suis pas assimilé, je dis je tiens à ce qui m'a été transmis. J'ai transmis à mes enfants, mais j'ai transmis comme leur environnement leur a transmis. Mes enfants sont assimilés, je dirais, à 95%. Mais mes petits-enfants sont assimilés à 100%. Pourquoi? Parce que précisément, le gisement de leur identité vient dans leurs parents qui étaient déjà assimilés à 95%. L'environnement a fait le reste. Est-ce que la donne ne change pas et est-ce qu'il ne faut pas envisager le rapport aux racines différemment dans un monde aujourd'hui globalisé où la mobilité et le déplacement sont beaucoup plus faciles et où finalement beaucoup de nos enfants ont des racines très 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 diverses puisqu'il y a de plus en plus d'hybridation d'une certaine façon. Le fait qu'il y ait des racines diverses ne signifie pas pour autant que l'identité n'existe pas. Je ne me dessine pas à grands traits, je me dessine à une gradation dans les colorations. Et c'est toujours cette transmission qui fait que je me tiens debout grâce à tout ce que m'a apporté cette transmission. Donc d'après ce que j'entends de ce qu'on dit depuis le début, il y a la transmission originelle qui est liée à l'acte d'amour. En soi, on nous transmet quoi? La vie à ce moment-là, on nous transmet l'existence. Il y a la transmission des racines, de où on vient. Après, qu'est-ce que consciemment, d'une certaine façon, on transmet? Vous faisiez écho à votre maman et de la transmission orale qui a été assez grande. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qui forge le plus le fait d'arriver à raconter des histoires? Quand on grandit, qu'on est un enfant et qu'on grandit, on va construire son identité sur le rapport affectif que l'on a à ses parents. Et évidemment, on va s'identifier en général aux parents dont on est le plus proche sur le plan physique. C'est-à-dire, une fille va s'identifier à sa mère, un garçon va s'identifier à son père, et évidemment, il peut s'identifier à son père avec une coloration maternelle, la fille peut s'identifier à sa mère avec une coloration paternelle. Et comme vous évoquez mon histoire, personnellement, j'étais orphelin de père, et ma mère a occupé une place énorme dans mon existence. Je dirais en gros que le message qu'elle m'a transmis dès le départ, et qui m'a poursuivi pendant des années avant que je ne le comprenne, parce qu'elle me l'a fait comprendre, c'est si tu meurs, je te tue. Tu es condamné à vivre. Vous voyez? Il est extrêmement important que tu vives. Et elle m'a emmerdé de ce côté-là de façon considérable. Si bien que
je me suis identifié à elle en tant que conteuse. Et j'ai hérité d'elle ce don de conteur. Et effectivement, je suis conteur jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire que lorsque j'étais médecin pédiatre et que j'expliquais ce qu'il en était de la maladie d'un enfant à son parent, c'était sous la forme d'un conte, vous voyez. Et ça marchait très bien. Et tout cela... bon. Et puis j'ai eu des enfants, et parmi mes enfants, il y a j'ai une fille qui est devenue une romancière, et qui compte admirablement, vous voyez. Mais elle a pris de sa mère une quantité phénoménale de choses, et puis de moi ça, parce qu'elle m'entendait raconter, que ça n'y a plus. Mes autres enfants ont également ce don du conte, vous voyez. Je veux dire que je le prends sur le mode extrêmement bête, c'est que je suis un excellent conteur de blagues. Et mes 3 enfants sont d'excellents conteurs de blagues. Vous parlez de don. Oui. Avoir un don, c'est quelque chose que l'on a de façon innée ou que l'on a reçu? Non, je ne crois pas à l'inné de ce côté-là. Je pense que de toutes les façons, il y a quelque chose qui s'acquiert au contact. Ça me fait penser à ce processus qui est connu des vignerons. La pousse dans la terre va prendre racine. Après, on peut couper l'origine, vous voyez. Et je pense que le don, c'est de cet ordre-là. Donc Aldo Naori nous raconte que sa mère lui a transmis l'art du conte et que lui-même l'a transmis à ses enfants. En soi, ça pourrait paraître sympathique, mais anecdotique. Alors qu'en réalité, c'est vital. Mais comment expliquer que ce soit si important de raconter des histoires? Ah, c'est extraordinaire, parce que l'enfant, très tôt, d'accord, à partir de l'âge de 10 mois, est très profondément travaillé par l'angoisse de mort. Matryoshka. Le conte, la narration, les histoires et les mots produisent des effets sur cette angoisse de mort en la mobilisant, c'est-à-dire en l'accroissant, en la diminuant, en lui donnant toutes sortes de nuances, si bien qu'elle devient plus tolérable, parce qu'on l'aperçoit en soi comme n'étant pas dans un statut uniforme qui serait envahissant au point de ne plus pouvoir laisser place à autre chose. C'est ça, la finalité du conte, la finalité de la narration. Et en même temps, justement, le conte est porteur d'un enseignement sur ce qu'il en est des lois de la vie. Tout comme les aphorismes de ma mère étaient une manière comme une autre de dire voilà comment ça se passe dans l'existence. C'est-à-dire que c'est une forme de pédagogie du monde dans lequel on se trouve. Je veux dire que moi j'ai tellement entendu dans ma vie cet aphorisme qui était si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as, si vous voulez, que vraiment il m'a aidé tout le temps. Je veux dire que je faisais contre mauvaise fortune bon cœur en quelque sorte. Et ça a été un apprentissage extrêmement utile. Si vous voulez, ça m'a permis de rentrer dans le système transactionnel, dans l'acceptation de l'autre, dans ceci, dans cela. Donc ce sont des enseignements qui sont apportés par la succession des générations. Et là, on est encore en pleine transmission. Matryoshka. Vous parliez de l'angoisse, Oui. L'angoisse dès l'âge de 10 mois, l'angoisse de la mort. Oui. Aujourd'hui, on est dans une société où il est particulièrement vrai que tout le monde a cette angoisse de la mort comme si on avait tous 10 mois, comme si le monde arrivait à sa fin demain. Une peur de fin. Là, c'est bien là le conflit entre les parents que nous sommes et l'environnement. Dans l'environnement, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est produit depuis la guerre de 39-45, qui est qu'on a tabouisé la mort, alors qu'elle n'était pas taboue avant. C'est-à-dire que quand il y avait un décès, on mettait des draps sur les immeubles, les gens fermaient leurs boutiques au passage du corbillard, la mort faisait partie de la vie. Et une des façons subtiles que l'on a de l'avoir tabouisée, c'est la manière dont elle est devenue un rien du tout pour tout le monde. C'est devenu une sorte de jeu, on est revenu comme les enfants. Tcha, tcha, je te tue, tcha, tcha. Rendez-vous compte, les chiffres sont parlants. À 16 ans, un adolescent a passé 12 000 heures en classe, 15 000 heures devant les écrans, et a assisté à 20 000 assassinats à l'écran.
Donc si vous voulez, quand vous voyez des films dans lesquels on l'arrose et tout le monde, c'est rien. Quand il y a autant de morts, c'est qu'il n'y en a pas. Le fait même qu'on ait exclu la mort comme étant tout à fait le pendant de la vie, on se trouve dans ce malaise que l'on a, qui est aujourd'hui extrêmement angoissant. Dans la gestion de la transmission, oui, il y a aussi des limites dans ce qu'on transmet. Par rapport à nos enfants, cette angoisse de la mort aujourd'hui, qui n'est pas uniquement la mort de soi, mais qui devient peut-être, est-ce que c'est lié à un monde global, à la mort du monde? Oui. Comment j'aide ma petite pousse à continuer de grandir? Je lui dis simplement que, de la même manière qu'elle a raison de me tenir comme responsable de son devenir, parce que je suis sa maman qui sait mieux qu'elle ce qu'il lui faut, parce que je suis plus grande et que j'ai été une enfant et que j'ai grandi, eh bien, de la même manière, il y a des gens qui réfléchissent à tous ces problèmes-là et qui vont tenter de les résoudre du mieux possible. Ce qui ne m'empêche pas de collecter les pots de yaourt pour les mettre avec le verre et le papier pour le mettre au recyclage, qui est une bonne habitude à lui donner, qui est une bonne habitude écologique, mais sans pour autant que je puisse éventuellement assortir mon discours du genre « mais si on ne fait pas ça, il va se passer ceci, il va pas se passer cela ». Je lui fais faire l'économie d'une angoisse qui n'aboutit absolument à rien, qui est gratuite. Matrioshka. Finalement, cette société de la transparence empêche de donner le sens du mystère aux enfants. En quoi est-ce que ça sert, le mystère? Le sens du mystère va dans le sens de ce que l'on peut éventuellement appeler la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire le désir d'apprendre. Si jamais je cultive le mystère pour l'enfant, l'enfant a envie de percer ce mystère. Et le désir d'apprendre, cette pulsion épistémophilique, en définitive, a un axe. L'enfant a un désir d'apprendre sur le sexe. Et pour parvenir à apprendre sur le sexe, il va falloir qu'il passe par quantité d'étapes d'apprentissage. Et donc ça va le faire performant dans les apprentissages. Mais si on met tout ça d'emblée directement là et qu'on lui met tout cela en face, ben, il n'a plus besoin. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de pulsion épistémophilique. Il est là à chercher dans les écrans quelque chose qui véritablement le happe. Donc tous les jeux qu'il y a sur les smartphones et autres ne sont là que pour tromper le fait qu'il n'y a pas assez de mystère. Matrioshka. En fait, est-ce que vous diriez, au travers de tout ce que vous dites là, que cette société de la consommation a tué le désir chez nos enfants aujourd'hui? Oh, oui. L'expérience démontre que notre désir est né d'un manque. Et ce désir qui est né d'un manque est le manque d'un objet que nous avons investi au cours de notre développement et dont nous avons totalement oublié la nature et le fait, et qui nous a mis dans un état de regret éternel et dans un désir de retrouver cette sensation-là. Vous savez, il y a un film de Orson Welles qui parle admirablement de ça, qui s'appelle Citizen Kane. Vous voyez? Très bien. Et il passe son existence à construire des choses pour retrouver l'émotion qu'il a en lui et dont il a gardé la trace et dont on se demande ce que c'est jusqu'à ce qu'à la fin il ait trouvé ce fameux Rosebud. Vous savez, voilà, c'est ce que la psychanalyse appelle l'objet petit a. D'accord? Eh bien, nous avons tous au sein de nous, de notre existence, cet objet perdu que nous cherchons éventuellement à retrouver. Et quand tout à l'heure je parlais de former couple avec sa mère, au départ, c'est précisément cela qui est cet objet perdu. Mais alors aujourd'hui, dans ce monde hyper connecté, hyper informé, ce rapport au désir, il pourrait être le même d'une certaine façon, puisqu'on reste de cette même nature. Oui, à ceci près, c'est qu'on nous donne quantité de l'heure, c'est précisément là où joue la consommation. Parce qu'on nous dit, ben, si vous n'avez pas ça, ayez ça. Est-ce qu'il faut cultiver le désir chez ses enfants, le goût, l'envie, ou est-ce qu'on n'a rien à faire On n'a pas... Moins vous cultiverez chez l'enfant et mieux ça ira. Oui, plus il le fera. Voilà, il se débrouillera tout seul. Matrioshka.
On comprend mieux pourquoi, depuis 50 ans, on dit qu'Aldo Naori est un pédiatre qui soigne surtout les parents. Et depuis les bébés de 68, il a vu grandir beaucoup de générations auxquelles, à la fois, il a beaucoup donné, mais dont il a aussi beaucoup reçu. J'ai énormément appris. Je n'arrête pas d'apprendre, vous voyez. Ce que j'aime dans le fait d'avoir atteint mon âge, c'est de rencontrer précisément mes anciens bébés devenus eux-mêmes parents et quelquefois grands-parents. Et de voir, si vous voulez, que ce que j'ai aidé les parents à faire avec leurs enfants a porté ses fruits. Je veux dire que je pourrais dire, il y a quelque part, disséminés en France, des enfants Naori. C'est pas de la surpuissance, ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est de la préservation de valeurs fondamentales. Vous voyez? Je n'ai pas décrété ce que je transmettais. J'ai transmis ce que le monde m'a appris avant même que je n'y fusse venu. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos enfants qui viennent, aux générations qui viennent, que vous voulez transmettre? Si vous avez un petit truc de vie que vous vouliez passer, un relais? Je leur dirais que, de quelque façon qu'elle se déroule, la vie est la plus belle aventure dont on puisse rêver. Et que c'est extraordinaire. Et qu'il faut ne jamais avoir peur. Et toujours avancer en se disant qu'il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Ah, vous êtes très positif finalement. Je suis positif de ce côté-là. Je dis, vous êtes dans une société merdique, mais ne vous inquiétez pas, vous arriverez à faire votre chemin. Merci beaucoup, Aldo Naori. Merci. Eh bien moi, je pense qu'il nous aide vraiment à cheminer, Aldo Naori. Même si on n'est pas d'accord sur tout, il reste un grand conteur, il reste un grand éclaireur. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien? N'hésitez pas à nous le dire, à le commenter, et puis si ça vous plaît, à le partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à abonner votre famille, vos amis, ça peut être un très beau cadeau. En tous les cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain entretien de Matryoshka. Salut! Matryoshka.